va à présent passer sur la dernière intervention qui discute le sujet. Et en l'occurrence, c'est une intervention à deux voix entre Marc David et Bernard Motulski. Alors, Marc David a eu une carrière en agence de communication, en relations publiques et chez l'annonceur, et il est aujourd'hui professeur titulaire au département de communication de l'université de Sherbrooke. C'est l'un des cofondateurs du réseau international sur la professionnalisation du communicateur et de la revue Communication et professionnalisation aux presses universitaires de Louvain. Bernard Motulski, quant à lui, est bien entendu notre vice-président adoré ici à la CCS. On sait tous qu'il possède une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la communication et des relations publiques. Et il est actuellement titulaire de la chaire de relations publiques et communication marketing de l'Université du Québec à Montréal. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, je vais inviter Bernard qui va débuter la présentation de quelques diapositives à vous présenter d'une recherche sur laquelle on travaille depuis longtemps. Je vais partager l'écran. Puis Bernard, je t'invite à commencer dès que ça sera fait. OK, c'est toi qui l'affiche? Ouais, ben écoute, j'essaie. Si ça fonctionne. Tu veux que je le fasse? Attends, est-ce que vous la voyez bien? Non, on ne la voit pas. Bon, ben vas-y donc. J'ai un problème avec mon Zoom. Voilà. Tout le monde voit? Oui, ça marche. Parfait. Alors, je te laisse présenter la page titre. Ben, en fait, oui, merci Bernard. En fait, d'entrée de jeu, Bernard et moi travaillons sur le sujet de la professionnalisation depuis maintenant près de 13 ans. En fait, c'est au moins 13 ans. Donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comme un bonheur de vous entendre tous, de se poser les mêmes questions, mais en même temps, c'est presque un malheur parce que c'est presque les mêmes questions auxquelles on a toujours pas, ou en tout cas, moi, un peu plus de réponses, puis on essaie d'apporter un peu plus d'eau au moulin pour les discussions. Donc, on a réuni au fil des ans une équipe de chercheurs de différentes universités, essentiellement de l'Université de Sherbrooke et de l'UQAM. Donc, évidemment, Bernard et moi avons commencé ce projet-là. Donc, d'autres chercheurs se sont joints à nous au fil du temps. Ce qu'on va vous présenter, ce n'est pas l'ensemble des recherches que l'on a élaborées autour donc, de ce sujet, mais vraiment l'évolution de certains points. Donc, je vais appeler ça des top lines, donc de certains aspects de la professionnalisation des métiers, mais au Canada. Donc, en espérant qu'on est parti tout à l'heure avec Élise, donc de la perception des étudiants belges sur leur profession, leur future profession. Nous, on s'est posé la question, mais comment les professionnels des communications perçoivent leurs propres activités de communication? Alors, Bernard, tu as le contrôle, je te laisse aller à la diapo 2. Merci. Comme Marc l'a dit, ça fait longtemps une douzaine d'années qu'on réfléchit là-dessus. En fait, on avait fait un premier colloque avec le regretté Michel Dumas, que certains d'entre vous connaissent, auquel avait assisté une personne dans le cadre de la FAS. Aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux, puis le réciproque fonctionne chaque année avec un auditoire quand même de plus en plus large. Juste quelques réflexions, parce que quand on a commencé à travailler ensemble aussi, Marc et moi j'étais impliqué à la Société québécoise des professionnels en relations publiques, que j'ai eu la chance de présider pendant quelques années, mais dans une situation financière difficile, je vais revenir là-dessus. Et Marc était à l'association, la PCM, l'Association des professionnels en communication marketing, et on avait un grand fantasme qui était de réunir les deux. Ce qui ne s'est pas réalisé, et l'association des professionnels en communication marketing s'est finalement sabordée quelques années plus tard, et la SQPRP est passée pas loin de vivre une situation assez critique. Et la chaire dont je m'occupe, qui a été créée comme une chaire de relations publiques, quand il y a eu le programme de communication marketing qui s'est ajouté,
Malgré de nombreuses discussions, de nombreuses négociations, on n'a jamais réussi à s'entendre sur un titre et elle s'appelle « Chaire de relations publiques et de communication marketing », ce qui, quand on donne une entrevue, ça se rentre très bien dans un bas de vignette sur un écran de télé. Alors, j'ai mis un métier en quête d'amour. Ce qui m'a frappé dans les réflexions que le sujet a suscité, c'est qu'on voit qu'il y a, pour beaucoup, puis j'en suis, quand on travaille ce métier-là, on aimerait bien être un peu plus aimé, un peu plus reconnu, avoir simplement, avec le nom que l'on porte ou la fonction que l'on a, impressionner un peu plus les autres professionnels avec lesquels on travaille. Et je pense que Thierry l'a abordé. J'ai un blanc. Après Thierry, c'est Guy. Guy aussi l'a abordé. 3 conditions pour être un métier ou une profession reconnue. La différence entre les deux est pas forcément, on peut toujours disserter là-dessus, mais il ne semble pas qu'il y ait une grande différence entre les deux. Mais le premier, c'est un savoir-faire bien défini qui provient d'une formation, d'une expérience et aussi d'une vision des problèmes. On a une façon de voir les choses. Alors, quand on travaille en communication, habituellement, on voit les problèmes sous l'angle de la communication, alors que les juristes, on a parlé des avocats tout à l'heure, ils n'ont pas du tout la même façon de regarder un problème ou une même situation. Ça suppose la maîtrise de nombreux outils et de pratiques, ou alors, si on ne les maîtrise pas, c'est clair qu'on ne peut pas maîtriser tous les outils, au moins la connaissance que l'on a, que l'on n'est pas capable de maîtriser certains outils et qu'on doit les utiliser. C'est d'ailleurs dans les ordres professionnels, quand on a parlé des médecins tout à l'heure, une des obligations majeures d'un membre d'un ordre professionnel, c'est de savoir ce qu'il sait faire et de savoir ce qu'il ne sait pas faire. Et quand il ne sait pas faire, même si c'est un champ de pratique qui est reconnu pour la profession, de ne pas le faire. Le défi qu'on a en communication, c'est que ces champs de pratique sont non exclusifs. Quand on dit non exclusif, c'est ce qui a construit le système professionnel dans la plupart des pays que j'ai pu regarder, puis surtout le système professionnel québécois qui est assez clair. Ce qu'il construit, c'est d'avoir des champs de pratique réservés à des professionnels. Et c'est ce qui fonde la reconnaissance d'un ordre professionnel, c'est de pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et si les autres le font, ça peut constituer un risque à la santé publique ou à la sécurité publique. La condition aussi pour la reconnaissance d'un ordre professionnel étant l'intérêt public et non pas l'intérêt des membres. Donc ça, on est devant cette réalité. Effectivement, tout le monde peut faire des médias sociaux, tout le monde peut faire de la communication numérique, tout le monde peut faire des relations de presse, mais quand on est un professionnel reconnu, expérimenté, formé, bien, on va supposer qu'on le fait avec une meilleure efficacité que d'autres. Mais on ne peut pas dire on va commencer par interdire aux autres de toucher à ça ou de parler, on va s'arroger le droit de parler de façon exclusive. Le deuxième point qui a aussi été évoqué, c'est qu'on a une identité on n'a pas d'identité claire et non univoque. Si on se regroupe sur le grand vocable des communications, les journalistes revendiquent aussi ce même vocable, sans compter qu'on peut empiéter aussi sur tous ceux qui travaillent dans le domaine des télécommunications et qui gèrent des enjeux de communication numérique ou de communication de hardware. Marc, en vous présentant une synthèse, va vous revenir sur cette espèce d'explosion de dénomination. On n'a pas de dénomination autour de laquelle on est capable de s'entendre, de se rallier. Et finalement, le troisième point qui nous empêche d'être érigé en métier reconnu, c'est des critères d'accès au métier. Ça aussi, ça a été dit. Et de comportements responsables dans l'exercice de ce métier avec des sanctions en cas de manquement qui sont essentiellement, et c'est les sanctions que les organismes d'encadrement, que ce soit les ordres professionnels, les associations, gèrent,
c'est de pouvoir exclure du champ de pratique et de l'utilisation du titre ceux qui pourraient enfreindre ces comportements responsables. Alors, il reste beaucoup de chemin à faire pour obtenir une reconnaissance équivalente à d'autres métiers. Ceci dit, ce que je constate, la façon dont je le vois aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, c'est que je pense que le métier, il se porte très bien. La profession est en croissance assez importante. On voit que des fonctions de direction de communication, il y a plus grande organisation qui n'en ont pas. Donc, je n'ai pas de données précises là-dessus, mais je pense que le métier va très bien. Je pense que nos étudiants se placent et font des carrières intéressantes. C'est vrai qu'on a des champs concurrents. Guy parlait de participation publique. Il y a aussi, dans le domaine des sciences, une notion, je travaille beaucoup avec des scientifiques, transfert des connaissances, qui est la façon dont les scientifiques désignent au fond, la communication, mais ils n'utilisent pas le mot communication, on dirait que ça les dérange. Donc, le métier va très bien. On est assez nombreux à faire des carrières intéressantes, avoir des progressions intéressantes. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment si important pour nous si on va se faire plus aimer, si on se fait reconnaître et encadrer à travers des organisations et des associations qui restent à trouver. Mon dernier point, avant de passer la parole à Marc, c'est pour encadrer une profession, aussi un gros enjeu, c'est le nombre de membres de cette profession, le nombre de cotisants. Alors, nous, les associations professionnelles en relations publiques, par exemple, qu'on a au Québec, on parle de quelques centaines de membres. Mais quand on regarde, on a parlé des avocats, il y a 25 000 avocats. Quand on parle des médecins, il y a 25 000 médecins. Quand on parle des ingénieurs, il y a 70 000 ingénieurs. La cotisation cumulée de tous ces membres-là permet de financer une équipe, un bureau de direction, un syndic, alors que des groupes qui ne rassemblent que quelques centaines de personnes, c'est pratiquement impossible de financer une équipe administrative qui va être capable de gérer un encadrement comme celui-là. Et si on n'en a pas plus, peut-être que ça ne répond pas vraiment à un besoin et peut-être que les jeunes professionnels sont moins intéressés aujourd'hui qu'on pouvait l'être il y a 15 ou 20 ans à aller chercher une reconnaissance professionnelle ou un statut professionnel. J'ai fini. Je t'ai pris du temps, Marc. Je te laisse poursuivre avec les constats de la grande enquête et surtout une comparaison 2010-2019. Bon, merci, Bernard. En fait… je passe à la diapo suivante. S'il te plaît, oui, j'aurais dû te laisser parler à la fin. Hein? On se connaît, on travaille depuis longtemps ensemble. Blague à part, le cadre général pour bien situer l'enquête, en fait, avant de déterminer un grand questionnaire qu'on a distribué auprès de tous les… On va les appeler gestionnaires en communication, mais c'est beaucoup plus large que ça. Gestionnaire, c'est des gens qui devaient être responsables d'un petit budget ou de petites équipes de communication. Donc, c'était la condition pour donc parler et en fait surtout écouter l'ensemble donc de ces professionnels et ça a été un défi majeur, je ne vous le cache pas, d'essayer de les trouver ces professionnels, de comment on les rejoint à travers différentes associations professionnelles, Bernard vous en a parlé, mais aussi donc à travers différents médias, différentes organisations. Donc ça a été déjà un premier indice des problématiques entourant cette quête de recherche des professionnels. Pourquoi? Parce qu'on avait justement de la difficulté à les trouver, à leur parler et ça a été donc la première étape en 2010. On a travaillé d'un point de vue méthodologique avec plusieurs associations professionnelles. Donc, ça a été comment dire, déjà une première étape de débroussaillage, parce que l'objectif final, c'était d'identifier les pratiques professionnelles, donc, qui étaient généralement admises, parce que et Bernard et moi, on avait des a priori, mais on a quand même fait des pré-tests, on a rencontré plusieurs professionnels de différents domaines des communications pour élaborer un questionnaire qui soit
qui puisse être applicable donc à toutes les fonctions de communication qui sont assez larges, on va le voir. Si tu peux passer à la prochaine, merci. Donc, sur cette diapo, ce qu'on observe, un des premiers critères, puis ça rejoint un peu les interventions précédentes, quel type d'études doit-on avoir afin de parvenir à des métiers ou à des pratiques en communication? En vert, donc, si vous regardez la barre du bas donc du tableau en communication, il y a 10 ans, c'était 47 %. Donc, un peu moins de la moitié des professionnels au Canada en communication avaient étudié dans le domaine des communications. Ici, au Canada, on parle au Québec communication, mais en Europe, c'est plus Infocom, un peu plus général. Donc, ça a été, puis on a regroupé aussi les fonctions. Si on regarde la deuxième provenance des diplômes universitaires, administration des affaires en général, mais surtout marketing, c'était à 17 % et on les a inscrits en vert et en rouge parce que là, ce que l'on voit en 10 ans, c'est qu'il y a vraiment eu un transfert, pas que entre l'administration et la communication, mais il y a un bond énorme d'exigences dans les postes en communication au Canada, donc d'avoir obtenu au moins un premier cycle, si ce n'est pas un deuxième cycle en communication. Donc, pour ceux qui rechercheraient une professionnalisation, une reconnaissance professionnelle, je devrais dire, il y a déjà un bon indice que, parce que les postes sont affichés, reviennent souvent, en fait, viennent des RH, viennent des grandes entreprises, pas nécessairement des gens en communication. Donc, le fait de demander, d'exiger d'avoir des études en communication, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aimeraient y étudier. Alors, je vais quand même passer rapidement. Celui-ci, on va passer le prochain tableau. J'y reviendrai parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Si tu peux passer au suivant, Bernard, merci. Donc, l'importance stratégique. Et ça a été en fonction de la thématique. On est allé chercher ce tableau-là qui pour mettre... Parce que oui, on parle de technique, c'est essentiel. On a fait évidemment une analyse de toutes les activités de communication. Mais on les a regroupés et on a demandé aux professionnels quelles étaient ces activités que vous considérez les plus stratégiques pour l'organisation, mais aussi pour votre métier. Et il faut bien comprendre qu'on s'adresse non pas à des hauts dirigeants, mais bien à des responsables des communications. Alors, ça serait bien dans un autre temps de pouvoir comparer donc la perception des hauts dirigeants qui n'ont pas étudié en communication, voir quel type d'importance stratégique on accorde à ces activités de communication. Donc, sans surprise, il y a une dizaine d'années, on voyait déjà en premier les sites web et médias sociaux. Donc, c'est tout ce qui est, appelons ça numérique, médias sociaux numériques. On est passé de 82 à 95 % d'importance stratégique, hein, pas nécessairement tactique, mais de stratégique. Ensuite, ce qu'on peut voir, le bond est encore plus important, c'est tout ce qui est affaires publiques et gouvernementales, relations avec les parties prenantes et des bonds de 30 % au niveau de l'importance stratégique. Et je n'irai pas à travers chacune des parties, mais dans le tableau en vert, donc ce qui est souligné en vert, tout ce qui est CRM, Customer Relationship Management, tout ce qui est la relation client pour les organisations, c'est plus marketing, il y a vraiment un bond de 43 %, principalement dû évidemment à l'accessibilité des outils numériques. Ensuite, tout ce qui est analyse stratégique, la fonction conseil en relations publiques, mais en communication aussi, donc plus de 22 %. Responsabilité sociale, développement durable, plus de 28 % d'importance. Celui-ci est assez notable, 57 % d'importance stratégique en 2010 à 85 %. Donc, il y a vraiment une importance extrêmement importante sur cet aspect de la part des communicateurs. Ensuite, je vais un peu plus bas, la promotion des ventes, recherche, les besoins de recherche et études de marché. Et ce qui est fait notable, le seul qui a diminué en importance stratégique dans toutes les fonctions, des activités de communication, je devrais dire, c'est la publicité. La publicité je ne dirais pas que c'est marginalisé, puis à 3 % on est quand même dans la marge d'erreur, mais il faut comprendre quand même que c'est celui qui a subi le moins de progression. Effectivement, on peut dire que les sites web, les médias sociaux numériques, tous les aspects, les différentes plateformes numériques qui sont apparues depuis 10 ans peuvent expliquer en partie
cette moindre hausse de la fonction publicitaire. Alors, oui. Les faits saillants, on a 2 pages, puis en fait, on les a écrits de façon à pouvoir susciter des questions, de la discussion. Je reviens un peu à ce que Bernard disait plus tôt. On a trouvé, parce que c'était une question ouverte, plus de 200 descriptions différentes associées aux fonctions de communication. Alors, ça, déjà là, en parlant d'une hétérogénéité, un éclectisme extrêmement important au Canada. Et ça, c'est un fait notable qui est un indice qu'on parlait d'univocité. Il y a un problème ici. En tout cas, il y a un défi à tout le moins. La formation universitaire en communication est devenue incontournable pour accéder au poste en communication. Ça, c'est la bonne nouvelle pour la professionnalisation. On en parle, mais c'était une évidence, mais on est revenu. C'est vraiment une pratique qui est quand même axée sur les outils. Donc, si on maîtrise les outils médias sociaux numériques ou toutes les applications numériques, de facto, en fait, qui sont facilement accessibles pour tout le monde, de facto, on peut devenir un communicateur, comme on le dit ici. Le numérique, c'est une lapalissade. Le numérique est incontournable pour tous les professionnels en communication à 95%. Donc, évidemment, dans les formations, on doit s'y adapter, mais sans devenir nécessairement une technique. Il y a les aspects sociologiques, psychologiques, anthropologiques, comportementaux que l'on doit quand même étudier dans les cursus. Et ça, évidemment, on ne l'acquiert pas nécessairement seulement par une technique professionnelle. Avant-dernier point, on observe une montée en puissance, donc la perception du rôle stratégique, comme je l'ai mentionné plus tôt, je n'ai pas besoin d'élaborer. Fait intéressant, en 2010, 68% des postes occupés en communication l'étaient par des femmes. C'est monté à 78% en 2019. Si on observe chez nous les différentes admissions au bac et au programme de maîtrise en communication, on peut estimer que cette proportion de femmes va augmenter. Alors, on observe depuis 10 ans au Canada, tout le moins, on ne peut évidemment pas dire pour les autres pays, mais à une forme de féminisation de la profession des métiers de la communication. Sans surprise, vous me direz, mais on voit quand même par les chiffres une progression statistique. On va passer à la dernière, Bernard, merci. Ah, ben, oui. Non, en fait, ce n'était pas la bonne version, mais ce n'est pas grave, mon cher Bernard. C'est la version que tu m'as envoyée à midi? Ah ouais, mais il y en avait une autre après. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, voilà, de toute façon, je vois qu'on a excédé un peu de notre temps. Oui, alors, on peut s'arrêter là, Julie, pour prendre les questions. Alors, merci de votre attention. Merci à vous. Alors, il y a une première question déjà dans le chat. Comment pourrait-on expliquer qu'un bon nombre de constats liés à ces métiers soient partagés dans des contextes socio-économiques et culturels différents? Je suis au Togo et les constats énumérés sont largement partagés à la fois dans le milieu universitaire et professionnel. Bernard, je te laisse expliquer ça. Il faut que je réfléchisse parce que j'ai pas pendant que je dis des bêtises, c'est ça. Alors, au Togo, alors j'imagine que ça vient de Namoin. Namoin, oui, c'est bien moi. Bonjour. Alors, bonjour. Content de te revoir. En fait, je n'ai pas vraiment d'explication parce que ne connaissons absolument pas les conditions professionnelles au Togo. Par contre, il y a quand même, il y a Guy qui en parlait un peu plus tôt, il y a un champ de compétences commun dans les cursus qui se sont partagés à travers l'Amérique du Nord, à travers l'Europe. Évidemment, toi aussi, tu es passé par ce cursus-là. Est-ce que c'est l'ensemble? Là, c'est des hypothèses, hein, c'est pour fin de discussion, parce qu'il faudrait vraiment faire une étude comparative internationale pour voir quelles sont les motivations, mais je trouve ça très intriguant. Bon, j'ai enseigné en Belgique, j'ai enseigné en France. Effectivement, ça se compare. Ça se compare. Par contre, le continent africain, je n'en ai aucune idée. Oui. Peut-être, Naomi, toi, tu pourrais peut-être intervenir là-dessus. Ben, c'est moi qui ai posé la question. Parce que quand j'ai travaillé sur les métiers de la communication au Togo, en faisant un peu la revue de la littérature, je me rendais compte qu'un certain nombre de constats problématiques posés par rapport à la professionnalisation étaient partagés.
Et comme je l'ai dit, j'ai participé à créer la première association des professionnels de la communication au Togo. Et là, par rapport à la communication qui vient de passer, quand on parle de la faiblesse des membres, des problématiques liées au financement, et plutôt quand on a évoqué la reconnaissance des métiers, ça reste véritablement des problématiques partagées ici qui sont tout à fait entières. Et donc, je me suis dit, étant donné que souvent, quand on fait des études en communication, on contextualise, il y a toujours un aspect culturel, socio-économique qui intervient dans les résultats, dans l'interprétation, et qui fait que les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer du coup que pour les métiers, pour la professionnalisation, on se retrouve à faire les mêmes constats dans des contextes culturels différents? C'est un peu ça ma préoccupation. Moi, la façon dont je comprends ça, c'est que internationalement, il n'y a pas de signe il n'y a pas d'association qui travaille sur la reconnaissance mondiale. La seule que je connais qui a une envergure qui déborde un peu celui de l'Amérique du Nord, c'est la IABC, International Association of Business Communicators. Mais ça reste un domaine dans lequel les mouvements professionnels sont très, très, très segmentés, parce que les pratiques sont segmentées, parce qu'on s'identifie plus à des groupes d'appartenance. Mais je pense que l'expérience que nous, on a vécue ici sur la difficulté d'avoir des associations professionnelles solides et qui vont chercher une proportion importante de professionnels, c'est un obstacle qui, je pense, continue à perdurer, sans compter que la participation à des associations professionnelles, le membership, c'est habituellement, quand on parle des grandes professions reconnues, ça rentre dans les frais professionnels et c'est pris en charge par les employeurs. Alors que c'est plus difficile d'aller convaincre son employeur de financer un membership pour une association qui est plus vue comme la défense des intérêts de ses membres plutôt que la défense des intérêts collectifs. Merci. Alors, une autre question sur le chat. Peut-être parce que nous partageons sur plusieurs continents une même culture managériale d'inspiration nord-américaine? Pourquoi pas? Ça reste une piste. Oui, ça reste une piste, mais c'est quelque chose qui me... Marc disait tout à l'heure quelque chose m'intriguait. Moi, ça fait partie des choses qui m'intriguent. Comment est-ce que finalement la communication reste l'un des métiers? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres métiers. Est-ce que les problématiques qui se posent dans le domaine de la médecine ailleurs se posent de la même manière en Afrique et au Togo? Mais pour m'intéresser à la communication, je me rends compte que sur plusieurs plans, on partage les mêmes constats. Et on parlait nord-américaine, là, parce que Québec, Canada est quand même distinct des États-Unis, mais je travaille avec des Américains en ce moment, donc de Floride, du Kentucky, de 3 États américains très loin. Et ils ont les mêmes considérations, les mêmes problématiques au niveau de la professionnalisation. Donc, ce n'est pas différent, même si la culture managériale, effectivement, je suis d'accord avec Guy, provient essentiellement, pas que, mais essentiellement, donc, des États-Unis, ils ont quand même ces mêmes problématiques. Donc, associations professionnelles, à tout le moins anémiques dans certains cas. D'autres sont plus fortes, ça dépend. Des fois, c'est régional en Californie. Mais bon, c'est les mêmes problématiques que l'on observe tant au Canada que, semble-t-il, du côté européen, en tout cas belge et français. On a une autre question dans le chat et à présent pour tous nos intervenants. Entre la France, la Belgique, le Québec, pensez-vous qu'il y a des différences dans la reconnaissance du métier de la communication? Alors, moi, je peux m'exprimer peut-être plus. J'ai travaillé en France et j'enseigne en Belgique. J'ai l'impression que c'est tout de même très similaire. Et pour fréquenter des professionnels
oui, quand j'étais en France, j'étais plus opérationnelle et maintenant en Belgique, mais j'ai vraiment l'impression que la reconnaissance, c'est beaucoup lié à la personnalité du DIRCOM déjà, pour moi. Et oui, je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai l'impression entre la France et la Belgique que c'est très similaire. Mais peut-être que Jean-Pierre, vous pouvez répondre. Alors, si j'empiète un peu sur la non-conclusion que je proposerai dans 2 minutes, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir côtoyé des professionnels et des organisations professionnelles nationales depuis une 50aine d'années, et que ma grande découverte de jeunes professionnels dans les années 70 a été ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on voyait les Français se poser des questions existentielles sur qui suis-je, que fais-je, qu'est-ce qui me justifie, etc. Et on se disait, mais ça, c'est très français. Et puis, on rencontrait les Belges, même chose, les Américains, même chose, les Canadiens, même chose. Et puis, plus récemment, les Russes, même chose. Les Chinois, même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, ils se posent un peu moins de questions pour des raisons locales, où le fait de se poser les questions est un peu plus compliqué, peut-être. Mais c'est vrai que c'est un trait commun à nos professions et à leurs organisations, par conséquent, à la fois d'être relativement faibles en poids et relativement comparables en type d'interrogation qu'elles se posent, me semble-t-il. Si je peux intervenir, je pense que nous faisons, sans le vouloir, un plaidoyer pour un enseignement de l'histoire des communications en général et des relations publiques en particulier. Oui. J'ai lu énormément depuis un an, ce sujet me préoccupait beaucoup. Et lorsque l'on comprend l'origine des relations publiques, lorsqu'on comprend vraiment l'origine, qu'on le replace dans son contexte social et qu'on voit comment ça a évolué, on comprend tout à coup la place et l'importance que nous occupons. Mais on dirait que ces choses-là, on n'en est pas conscient. C'est comme si on venait toujours au monde dans un monde, c'est comme si on arrivait toujours dans un univers neuf à tous les jours, qui n'a pas d'histoire. Oui. Je trouve ça très paradoxal parce que Thierry mentionnait d'entrée de jeu, le phénomène que nous connaissons tous, c'est l'importance de la relation personnelle entre le PDG d'une organisation et son communicateur en chef. Ça vient toujours par deux, hein? Et ça atteste du rôle éminemment stratégique de la fonction. Mais on n'arrive pas nous-mêmes facilement à dire qui nous sommes, pourquoi nous sommes importants, quel rôle nous avons joué, comment nous sommes apparus. Je ne sais pas un hasard que les relations publiques sont apparues aux États-Unis au début du 20e siècle. C'est parce que cette société était bloquée et qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau pour empêcher la société d'éclater. Et c'est ça qui a été fait à ce moment-là. Mais quand on comprend ces choses-là, quand on voit l'évolution que ça a pris, je pense que spontanément, on se prendrait nous-mêmes beaucoup plus au sérieux et on arriverait peut-être plus facilement à se regrouper et à réclamer, pas réclamer, mais à affirmer finalement notre importance. Parce que c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à nous affirmer. C'est à cause de ça que c'est facile pour tout le monde d'empiéter sur notre domaine. Parce que nous n'arrivons pas à nous affirmer suffisamment avec force et clarté et conviction. A-t-on d'autres questions? Non? Écoutez, s'il n'y a plus de questions pour le moment, peut-être qu'on peut faire une transition douce vers la conclusion de ces séminaires. Jean-Pierre, si vous voulez prendre la parole. Avec plaisir.